dans un colloque, vous avez un animateur de colloque. Alors ça ne rate jamais. Le maire va toujours vouloir que ça soit un animateur d'un jeu télévisé célèbre. Donc lui, il est là pour faire des vannes, pour se moquer des intellectuels, parce qu'il imagine que les gens qui sont dans la salle sont comme lui. Et donc, voilà, il a une espèce de rôle un peu de bouffon pénible. Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, venez devant. Écoutez, c'est ridicule, vous êtes tous dans le fond. Écoutez, venez devant. Madame, merci, descendez. Non, écoutez, ce sont des sociologues, ils ne vont pas vous manger. C'est bien, merci madame, c'est gentil, merci, venez devant, oui, non, venez devant, écoutez, il faut qu'on commence ce colloque sur le développement culturel et le développement social associé à un développement économique pour un véritable développement local en Île-de-France. Il nous reste 1 heure avant de rendre la salle, nous avons encore 3 tables rondes de 17 intervenants chacune, alors s'il vous plaît, je sais que nous avons sacrifié au traditionnel quart d'heure francilien. Mais il faut qu'on commence ce colloque. Alors, pendant que vous descendez, 2-3 petites choses à vous rappeler. Contrairement à ce qui était écrit sur les plaquettes qui vous ont été distribuées à l'entrée, Monsieur le Président du Conseil Général ne sera pas des nôtres. Il m'a promis qu'il reviendrait 5 minutes avant la fin pour faire la conclusion de vos travaux. Une première table ronde intitulée Développement culturel et développement local en Île-de-France avec une assez belle parité homme-femme. Ça n'est après tout pas si fréquent, on peut le souligner, puisque nous avons monsieur le directeur de la Caisse d'allocation familiale et sa charmante secrétaire, ainsi que 4 directeurs de centres sociaux et leurs 4 délicieuses animatrices danse. Alors, le premier intervenant s'appelle Monsieur Franck Lepage. Alors, Monsieur Lepage, je lis pour ne pas me tromper. Monsieur Lepage, vous êtes directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective de formation à la Fédération nationale laïque, pluraliste, cogestionnaire, démocratique de la jeunesse sociale, solidaire, civique, culturelle et citoyenne de France. C'est bien ça, Monsieur Lepage, je ne me suis pas trompé. Monsieur Lepage, vous nous parlez de développement culturel et de liens interculturels pendant 5 longues minutes. Alors, à ce stade, mesdames, messieurs, deux, trois combines à vous expliquer avant qu'on commence. Vous pouvez vous retrouver dans un colloque, ça peut être utile. Il y a 2-3 règles de base dans les colloques. Première règle, on va dans un colloque pour être d'accord. Un colloque, ça sert à manifester au pouvoir qui organise le colloque que vous êtes d'accord avec lui. Donc vous n'avez absolument jamais à faire l'expression du moindre désaccord. C'est extrêmement mal vu. Donc vous évitez les trucs de débutants, s'il vous plaît, du genre « je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire le maire ». Ou alors c'est complètement bête ce que vient de dire Edgar Morin. Oh, non, si vous devez exprimer un désaccord avec un intervenant, c'est uniquement parce que vous voulez lui piquer le contrat de recherche qu'il avait avec la mairie depuis plusieurs années. Okay, donc vous voulez que le maire travaille avec vous à partir de maintenant. Vous avez plus ou moins tâté le terrain, le maire n'est pas contre, donc vous allez flinguer le mec en public. Mais quand on descend quelqu'un dans un colloque, excusez-moi, mais on respecte la convention du colloque. On le laisse parler, on s'arrange pour passer après lui. Ensuite, quand c'est son tour, on dit « Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Mesdames, Messieurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent. Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît fondamentale. » Et là, le mec est sabré. Vous avez plusieurs entrées en matière possibles dans un colloque. Vous avez au fond. Hein. Bon, au fond, elle est bien parce qu'elle est modulable. Par exemple, si c'est un colloque ministère de la Culture sur, je sais pas, violence et banlieue, bah, si c'est un colloque ministère de la Culture, évidemment, vite au fond. Au fond, on peut se demander, mesdames, messieurs, si la violence dans les banlieues est une question de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle? Oui. Alors regardez bien, la même question, mais vous êtes invité à vous exprimer dans un colloque de ministère de l'Intérieur ou de la Justice, enfin bref. Donc là, évidemment, vous dites, au fond,
Au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement, un problème de délinquance? Ça marche très bien. Bon, moi j'utilise un peu toujours la même. C'est, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Alors, vous ne l'avez pas vu passer, parce que c'est subtil, mais le mot important, c'est revenir. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous annoncez à la salle que vous n'allez rien dire de nouveau. Donc, c'est extrêmement rassurant. Voilà, et puis vous avez, pour faire un colloque, vous avez besoin de 6-8 mots maximum qui ne veulent strictement rien dire. Alors, c'est ceux avec lesquels vous obtenez des subventions, on est d'accord. Il y avait un philosophe en 68 qui s'appelait Marcuse. Et Marcuse est le premier qui a compris ça. Qui a compris qu'il était en train de se passer quelque chose dans le langage, quelque chose qui venait des États-Unis. Et que, selon lui, nous étions en train de vivre en 68 dans le monde riche. Ça a pété dans l'ensemble du monde capitaliste, pas seulement en France. En France, ça a été gentil. Il y a eu des morts au Mexique, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis. Ça a chauffé, 68. Nous étions en train de vivre en 68 la toute dernière critique efficace du capitalisme. Marcuse disait il y aura d'autres critiques, mais elles seront totalement inefficaces parce qu'on est en train de nous enlever tous les mots qui nous permettaient de nommer et donc de penser négativement le capitalisme. Et qu'on nous les remplace par des mots qui ne le désignent plus que positivement. Il est bien évident que quand le capitalisme s'appelle développement, ben du coup il y en a qui voudraient que ça soit durable. Alors Marcuse appelait ça des concepts opérationnels, c'est-à-dire le contraire d'un concept. Un concept pour un philosophe, c'est ce qui permet de penser quelque chose. Un concept opérationnel, c'est ce qui sert à agir au service d'un pouvoir sans pouvoir penser ce qu'on agit. C'est un concept opérationnel. Alors, je vous ai préparé une communication à 18 concepts opérationnels. C'est uniquement pour les besoins du spectacle. D'accord ? Vous n'avez jamais besoin d'autant de mots dans un vrai colloque. Okay ? Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile. Okay ? Lui utilise un grand maximum de 4 à 5 mots. Okay ? Partenariat, vie associative. Le préfet, s'il est là, utilise 2 mots. C'est République et sécurité. Okay ? Et donc voilà. Donc je les bats devant vous. J'espère que vous me faites confiance. Voilà. Paf, paf. Tac, on peut couper si vous voulez. Tac. Voilà. Et donc quand c'est votre tour, vous dites monsieur le représentant du Conseil général, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. C'est la question de la démocratie que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du lien social. Penser la démocratie à partir de la question du lien social nous impose de prendre en compte la dimension interculturelle inscrite dans l'espace désormais incontournable du local, c'est-à-dire de raisonner les processus de développement en ne faisant pas l'impasse de la solidarité, mais en inscrivant cette solidarité dans une logique de contrat qui suppose une véritable participation ou, avec les institutions, un partenariat avec les acteurs. C'est-à-dire qu'il nous faut désormais travailler et réfléchir en termes de médiation, médiation dans laquelle nous aurons pour projet, évidemment, de refonder ce vieil impératif qu'est la citoyenneté sur un diagnostic partagé. Parce qu'à l'heure de la mondialisation, c'est désormais dans une relation de proximité. C'est-à-dire, finalement, en relevant le défi de la décentralisation, que nous relèverons celui de la démocratie en appuyant ce défi sur les habitants eux-mêmes. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose.
Quelqu'un veut venir le faire? Ça marche tout seul, hein. Cette deuxième chose, c'est que, au fond, comme l'a dit avec beaucoup de justesse un intervenant précédent, lorsqu'il a... Ah merde. Comme l'a dit un intervenant précédent, lorsqu'il a quant à lui plutôt insisté sur la question du diagnostic partagé, c'est que ce que j'appelle devant vous contrat de solidarité, à l'heure de la mondialisation, je l'ai dit, ça veut dire de repenser la citoyenneté en demandant aux gens, c'est vrai, de faire des projets. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire des projets? Mais tout simplement, parce que la démocratie, ça ne tombe pas du ciel, la démocratie c'est réel, la démocratie aujourd'hui, dans nos cités, c'est la question interculturelle. Dans l'espace... Dans l'espace désormais incontournable du local, inscrire le développement, ça veut dire, vous l'avez souvent entendu, ça veut dire penser en termes de développement local. Développement local, moi je ne vois pas comment réussir un développement local sans mettre en œuvre des logiques de participation. Alors, certains diront partenariat, moi je préfère dire participation, parce que partenariat, ça fait plutôt penser aux institutions, et moi, ce sont les acteurs qui m'intéressent. Alors s'intéresser aux acteurs, ça veut dire effectivement réaliser une médiation qui ne fasse pas l'impasse sur le lien social, mais qui mette les habitants eux-mêmes au cœur de la décentralisation, et ça veut dire inscrire tout cela dans le seul espace qui me paraît aujourd'hui l'espace de la citoyenneté, de la démocratie, du lien social, de tous ces beaux mots, de toutes ces belles valeurs. Eh bien cet espace, pour moi aujourd'hui, c'est l'espace de la proximité. Alors, dans un colloque, vous savez qu'on passe la parole à la salle pour les questions. Alors, il faut que vous sachiez que dans un colloque, il n'y a jamais de première question. Il y a toujours un grand silence et on passe tout de suite à la deuxième question. Alors, la deuxième question n'est pas une question. C'est toujours une intervention d'un président associatif qui voudrait faire remarquer au maire que sa place aurait dû être à la tribune. Et alors il va redire ça, tout ça là, comme ça, dans un ordre encore différent. Vous voyez, ça va durer 1 heure au micro. Et voilà. Après quoi, on a un jeu de questions sans aucun danger jusqu'à l'heure du déjeuner. Alors, je vous assure, je ne suis pas un adepte du théâtre de participation des spectateurs, mais si quelqu'un d'entre vous acceptait de me tirer 2 papiers pour me poser une question, il regrette de s'être assis au premier rang, mais les deuxièmes rangs ne sont pas mieux épargnés. Est-ce que quelqu'un veut me tirer 2 papiers pour me bricoler une question avec ces 2 mots? Ça marche tout seul, hein. Merci, c'est gentil. Oui, vous faites la question dans n'importe quel sens, je vous assure. Ça va être passionnant. Vous pouvez vous faire aider, si vous séchez, mais enfin je crois pas. Donc prenez le temps de réfléchir. Pendant que madame réfléchit, on va demander aux jeunes filles en mini-jupe qui passent les micros de bien vouloir... Dans un colloque, vous avez toujours des jeunes filles en mini-jupe qui passent les micros. Alors oui, je crois qu'une dame a demandé la parole au premier. Oui, c'est une jeune... Merci, c'est gentil. Au revoir. Ah, tac, tac. Oui, madame, vous souhaitez poser une question? Oui, je souhaitais... Parlez fort parce que... Oui, je souhaitais vous poser une question sur la question du lien social sur laquelle vous revenez très souvent et savoir en quoi ça concernait les habitants. C'est une question centrale, madame. C'est la question centrale. Moi, je suis très heureux, madame, que vous ayez posé cette question. Alors, j'ai bien, vous vous en doutez, j'ai bien une réponse, mais je préférais que ce soit la salle qui vous réponde. Donc, si quelqu'un voulait tirer 2 papiers pour faire une réponse à madame... Quelqu'un se sent de faire une réponse à madame? Non, avec 2 papiers? Non. Merci. Donc vous prenez 2 papiers. Je vous rappelle, la question de madame, c'est les habitants, comment prendre en compte la question du lien social, qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants, le lien social. C'est une question fondamentale. Moi, c'est la question centrale.
Oui, monsieur, monsieur, vous avez souhaité répondre à madame, oui. Oui, je pense que, a priori, le projet est au cœur du processus de décentralisation. Absolument. Monsieur, je ne l'aurais pas mieux dit. Effectivement, la question du lien social se réjoue dans la mise en œuvre de projets. Alors, bon, vous avez compris, donc ça se passe comme ça, normalement ça se passe comme ça très très bien, jusqu'à l'heure du déjeuner, ça va tranquille, sauf si un énergumène s'est glissé dans le colloque qui utilise encore des mots qu'on avait pourtant retirés de la circulation. Alors en général, c'est un barbu. Vous voulez bien faire le barbu, monsieur? Je vous en donne 15, j'en ai pas beaucoup. Vous me posez une question. Alors, pendant que vous réfléchissez, alors, règle numéro 1 du colloque, quand un barbu demande le micro, ça craint. Et donc, tout votre savoir-faire, ça va être d'empêcher les barbus de choper le micro, tu vois. Donc les mecs vont lever la main pendant des heures et vous êtes toujours filé à quelqu'un d'autre. Enfin, des fois ça marche pas. Des fois le mec le chope au passage. Donc là vous vous préparez. Oui monsieur, vous souhaitez poser une question, oui. Et tous ces jolis mots, mais où est la lutte des classes en fait? C'est parti. Donc monsieur demande et la lutte des classes dans tout ça. Alors il faut faire très très gaffe avec ce genre de conneries parce que c'est très contagieux. C'est-à-dire que quand il y en a un qui se remet à penser, ça donne aux autres envie de faire pareil. Et donc il faut vraiment tuer ça dans l'œuf, je veux dire. Alors en général on fait comme j'ai fait, on dit écoutez monsieur j'entends votre question, je préfère que ce soit la salle qui vous réponde. Alors comme normalement ils sont tous venus failloter le maire, ils vont s'occuper à votre place de lyncher le mec, vous voyez. Ah, c'est pas possible d'entendre des conneries comme ça encore aujourd'hui, vous laissez faire, le type se fait démolir en public, plus personne lui adressera la parole au Kir royal. Enfin, vous n'avez pas toujours le temps, et si un deuxième prend le micro, donc là vous êtes mort, alors je vais faire le deuxième, ça va être plus simple, c'est oui, je suis parfaitement heureux d'entendre la question du monsieur Barbu au premier rang, là, parce que ça fait un moment que je vous écoute, là, moi je comprends plus rien, alors vous parlez de partenariat, alors je suppose que pour vous il n'y a plus d'exploitation dans les entreprises, ça y est, on est tous devenus des partenaires, il n'y a plus de domination dans cette société, ça y est, l'égalité est réalisée, je sais pas, quand on vous écoute, ils s'achètent des godasses à 1000 balles, mais alors c'est sûrement du fun et de la créativité, c'est pas de l'aliénation dans la consommation, et puis alors, je sais pas, moi vous êtes sociologue, donc vous devez être de gauche, alors il y a un mot que j'ai pas entendu, mais enfin on m'a peut-être pas prévenu, j'ai dû rater un métro, est-ce que vous pouvez me répondre à ma question s'il vous plaît, est-ce que pour vous, s'il vous plaît, oui ou non, la révolution est-elle toujours à l'ordre du jour? Vous avez un problème. Le maire vous regarde, tout le monde vous regarde, tout le monde veut savoir quand vous allez vous tirer de ce truc-là. Alors il y a deux façons de s'en tirer. La première n'est pas la plus élégante, mais enfin elle fonctionne. Ça va consister à essayer de faire rire l'intéressé en question, de faire rire toute la salle à ses dépens. Alors, on utilise pour ça quelques vannes assez lourdes du genre... Écoutez monsieur, je vous le dis sincèrement, je suis un tout petit peu inquiet quand j'entends les mots que vous utilisez. Je ne sais pas pour vous, mais enfin j'imagine que vous et moi nous nous réjouissons tous deux de la chute du mur de Berlin. J'imagine, mais je peux me tromper monsieur, que vous n'échangeriez pas votre Renault Espace contre une Trabant dont on reconnaît le conducteur au fait qu'il a les deux bras bronzés de chaque côté. Votre Citroën Évasion contre une Skoda dont les vitres chauffantes à l'arrière sont là en réalité uniquement pour qu'on ait les mains au chaud quand on pousse en hiver. Ou votre C6 contre une Lada dont la seule différence avec le Sida, c'est qu'une Lada, elle, on ne peut la refiler à personne. Non, je vous avais prévenu, c'est assez lourd. Enfin, vous regardez le maire, si le maire se marre, c'est très bon. Alors vous avez une façon plus élégante de le faire, mais c'est plus long. C'est de dire... J'entends votre question, monsieur, je ne vais pas me dérober à la question.
Je connais les mots que vous utilisez, monsieur, je les ai moi-même utilisés autrefois. Simplement, monsieur, on ne peut pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idiotie. Vous connaissez ça? Si on ne pouvait pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier, on ne pourrait plus penser du tout. Ça Platon, Aristote, Freud, Socrate, Nietzsche, d'accord? Non, vous comprenez bien que cette phrase s'adresse exclusivement à la catégorie du marxisme, d'accord? Comme seule catégorie connue aujourd'hui, d'accord? De démontage scientifique du capitalisme et de l'économie politique capitaliste. Et donc, monsieur, moi, je ne suis pas philosophe, je suis sociologue. Je ne parle pas du monde tel qu'il devrait être, je parle du monde tel qu'il est. Et mon travail consiste à observer le comportement des acteurs, c'est-à-dire vous, mesdames, messieurs, et j'observe qu'à part monsieur, peut-être, les acteurs ne font plus guère allusion à ce type de vocabulaire. Alors, mesdames, messieurs, utilisez de nouveau ces catégories de langage, et nous autres, les sociologues, nous vous suivrons, mais ne nous demandez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Monsieur, vous m'attaquez en tant que sociologue, c'est de bonne guerre, nous sommes dans un colloque, je ne vous en veux pas. Mais alors, permettez-moi de vous raconter l'histoire suivante. Deux sociologues de mes amis, M. Luc Boltanski et Mme Ève Chiapello, dans un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir, Le nouvel esprit du capitalisme, se sont mis en tête de comprendre la structure culturelle du capitalisme. C'est-à-dire comment ça marche dans nos têtes, le capitalisme. Comment se fait-il que nous avons su mettre fin au communisme en constatant les dégâts, et que nous sommes capables de constater les dégâts du capitalisme sans parvenir à y mettre fin? Et alors, ils ont eu l'idée d'aller chercher la structure culturelle du capitalisme dans son langage, c'est-à-dire, ils ont eu l'idée d'aller dans les ouvrages de management, en se disant que finalement la doctrine du capitalisme se trouve dans les ouvrages de management. Puisque qu'est-ce que c'est que le management, mesdames, messieurs, si ce n'est, selon ce que je crois être la façon de penser de monsieur, une théorie générale de l'exploitation. Comment nous extorquer le maximum de travail pour le minimum de salaire. Bon. Et alors ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60 dans un ordinateur, puis tous les mots de 90 ouvrages de management de l'année 2000. Et ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse sémantique pour voir l'ordre de fréquence d'apparition des mots et pour s'apercevoir qu'en 1960, le mot le plus souvent cité, le plus souvent écrit dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Jusqu'à là, vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Tout le monde voit pourquoi il faut raisonner en termes de hiérarchie quand on va former des gens à nous diriger. Okay ? Alors je vous pose la question, et je demande à ceux qui connaissent le DVD ou qui sont allés sur Internet de laisser les autres réfléchir et de ne pas souffler. Selon les autres, combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 2000 ? J'ai tout mon temps. Zéro. Mesdames et messieurs, le mot hiérarchie a disparu de la théorie du management, ou alors, nous dit Boltanski, quand il est encore utilisé, effectivement, c'est pour dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Alors, je vous pose la question complémentaire. Selon vous, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Parce que si vous pensez qu'elle n'a pas disparu, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors les linguistes nous informent qu'on ne peut plus la penser comme hiérarchie. Et les syndicalistes ont un problème. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement malaisé, pour ne pas dire impossible, de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie, mais n'emporte pas le nom, mesdames et messieurs, quel est selon vous, et on ne souffle pas, quel est selon vous le mot qui arrive number one dans 90 ouvrages de management d'aujourd'hui? Allez-y, balancez-moi des mots. Partenariat, participation, ouais, c'est pas celui-là, mais c'est l'idée.
Collaborateur, partenariat, participation, collaborateur, évaluation. Regardez ce qui se passe, c'est très intéressant parce que ça se passe comme ça tous les soirs, ça fait 250 fois que je tourne cette conférence et tous ces mots-là sont immédiatement trouvés. Ça veut dire que vous les identifiez comme des pièges à cons, ok? Vous n'êtes pas dupes. Partenariat, quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, ça va. Collaborateur à 1 300 € par mois, ça va, ok? Donc tout ça, hein, directeur des ressources humaines, tout ça vous savez. Il a été trouvé 5 fois en 250 fois, c'est-à-dire qu'il est quasiment jamais trouvé, et pourtant c'est lui le chef. Et vous savez pourquoi il n'est pas trouvé? C'est la définition même d'une idéologie dominante, c'est d'être absolument imperceptible et invisible en tant qu'idéologie. Elle est occultée à la conscience. Ce qui fait que c'est une idéologie, c'est qu'on ne la perçoit pas comme idéologique. Elle se présente comme naturelle. Mesdames et messieurs, je vous présente le prince noir. Permettez-moi de vous présenter notre ennemi commun. Mesdames et messieurs, nous sommes foutus. Si nous ne parvenons pas à remettre cette saleté dans la boîte dont elle n'aurait jamais dû sortir il y a à peine une génération, milieu des années 80, ce mot est tellement positif. Nous disons de jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de vieux qu'ils n'ont pas de projet. Nous disons de malades qu'ils n'ont pas de projet. Nous soumettons l'allocation de certains droits au fait de déposer préalablement un projet. Nous demandons à des handicapés de faire des projets. Nous demandons à des prisonniers de faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet, ce sont les riches. C'est très curieux. Aujourd'hui, une femme qui accouche depuis 1 an doit faire un projet de naissance. En prison, ils ont un projet de détention et un projet de réinsertion. Ce mot a envahi notre espace mental à un tel point que je vous mets au défi de penser aujourd'hui en dehors de cette catégorie. Écoutez-vous parler. Amusez-vous dans une réunion à mettre une croix sur un papier chaque fois qu'il est utilisé et comptez le nombre de croix. Vous allez avoir peur. Aujourd'hui, un éducateur, il y a 30 ans, ouais c'est ça, 85, 81, il y a 30 ans à peine, une seule génération, un éducateur de rue recevait une subvention dite de fonctionnement, parce qu'on considérait qu'il avait un métier, c'est-à-dire une qualification, et qu'il savait ce qu'il avait à faire. Et à l'époque, je dis ça aux plus jeunes, ça va leur paraître bizarre, on ne lui demandait absolument aucun projet en échange de cet argent, je vous jure que c'est vrai. On lui donnait de l'argent et on lui redonnait. Ça ne veut pas dire qu'on ne contrôlait pas ce qu'il faisait. Il y avait un contrôle, évidemment, a posteriori, mais pas a priori. Et donc cet éducateur, il faisait ce qu'il voulait avec cet argent. On lui faisait confiance parce qu'il avait un métier. Et donc il savait qu'il pouvait travailler politiquement, c'est-à-dire dans la durée, parce qu'on ne change pas la mentalité d'un groupe de jeunes sur un quartier à moins de 7-8 ans de travail. Aujourd'hui, ce même éducateur, vous savez comme moi comment ça va se passer. Il va devoir déposer un projet. Ce projet va durer très exactement 1 an. Ce projet aura un début, mais surtout il aura une fin. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a complètement raté. Ce projet, il sera en train de préparer le projet suivant quand celui-là ne sera pas fini. Le projet suivant sera avec d'autres jeunes. C'est ça qui est important aussi. Bref, cet éducateur ne se rend pas compte, quand il fait ça, qu'il est en train de fabriquer un produit. Parce que vous l'aurez peut-être compris, lorsque nous disons aujourd'hui que nous devons avoir un projet de vie, c'est que manifestement vivre ne suffit plus et qu'il nous faut manifester par notre façon de vivre un processus productif permanent. Projet, ça veut dire produit, sans que nous ne nous en rendions compte. Cet éducateur est en train de préparer le terrain pour une marchandisation généralisée de tout son secteur. D'accord ? Selon la définition marxiste de la marchandise, une marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui testent sa pertinence sur un marché contre un bien ou un service équivalent. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire faire depuis 30 ans avec ça. Aujourd'hui, tous les métiers sont touchés par ce truc-là. Vous savez comment est montée une voiture aujourd'hui ?
Il y a le projet phare, le projet direction, le projet carrosserie, et puis on peut tout éclater dans des pays différents, etc. Et c'est la totalité de nos métiers qui sont en train de fonctionner de cette façon-là. L'école est complètement touchée par ce truc-là. Ils doivent faire des projets d'école. Projet d'école, ils auraient dû dire, c'est complètement idiot, notre projet, c'est d'éduquer les enfants. Au lieu de ça, ils ont accepté de rentrer dans cette logique, et aujourd'hui, ils sont tout étonnés de voir qu'on s'amuse à noter les établissements entre eux maintenant. Bref, il va falloir apprendre à nous débarrasser de cette saleté. Le mot en soi n'est pas gênant, il est même très positif, c'est bien pour ça qu'il fonctionne. Hein. Moi, on est tous d'accord pour avoir des projets de vacances, ok, bon. Moi, j'ai un projet politique, par exemple, c'est la Révolution. Oui, bon, voilà. Mais, et donc, mesdames, messieurs, il va falloir apprendre à nous débarrasser de ça. Mais ça ne va pas être facile parce que ce sont tous des mots positifs. Et comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs? Eh bien, nous n'avons pas encore commencé à inventer les stratégies de résistance sur ces trucs-là. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous? Vous êtes fous? Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes qui transforme le dernier bastion de la pensée critique, la licence de sociologie en France, en licence de management des entreprises sociales? Comment est-ce qu'on se bat contre... Vous comprenez ce que je veux dire? Comment on se bat contre des mots positifs? Alors moi je vous fais une proposition, mesdames, messieurs, ici, dans ce secteur, je vous propose que plus vous fassiez savoir à vos financeurs que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent. Et que vous êtes prêt à expliquer pourquoi. Et que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale à chaque nouveau projet, d'accord? Bref. Voilà, monsieur, j'aurais aimé parler avec vous des heures encore, mais enfin, même les révolutionnaires sont parfois obligés de respecter les horaires. Et donc, je vais demander à Ivan, à la régie, de bien vouloir envoyer discrètement, sans que personne ne s'en rende compte, la petite musique qui signale qu'il reste 5 minutes de spectacle. Et je vais vous délivrer mon message final. Mesdames, messieurs, le capitalisme est une saloperie. Bon, mais ça, vous le savez. Vous le savez à cause du trou dans la couche d'ozone, à cause du pillage des pays du Sud, à cause des millions de chômeurs dans le 4e pays le plus riche du monde, la France. Tout ça, vous le savez. Mais c'est une saloperie pour une autre raison, c'est que ce foutu système parvient à se faire aimer par nous, alors même que nous croyons l'attaquer. Et qu'il utilise pour cela des trucs et des astuces de langage qui mobilisent notre générosité à son service. Mesdames et messieurs, lorsqu'on se bat pour faire du développement local, du développement culturel, du lien social, je voudrais ici que quelqu'un m'explique ce que c'est que du lien social. Je sais ce que c'est que du lien politique encore, je sais ce que c'est que du maintien de l'ordre, mais du lien social. Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Est-ce que c'est Karim qui raye une BMW neuve avec sa clé? Ou est-ce que c'est monsieur Michelin qui licencie 7000 pères de famille l'année de ses bénéfices records à Clermont-Ferrand? Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Et qu'est-ce que c'est que cette connerie de lien social qu'il faudrait qu'on aille restaurer au service du capitalisme? Depuis quand on doit faire du macramé social pour le capitalisme? On nous a volé des mots. Mesdames et messieurs, on nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la camelote, de la verroterie, de la pacotille. Et il va falloir apprendre à nous battre sur les mots, et ça ne va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs.